tous et ravi de vous retrouver ici sur la ligne d'arrivée de Dompierre-sur-Yon pour ce 52e tour de Vendée. Dompierre-sur-Yon qui sera donc le théâtre de l'apothéose pour cette Coupe de France, 17e et dernière épreuve de cette année, avec évidemment à mes côtés Anthony Ravard. Vous êtes notre consultant cet après-midi. Bonjour Anthony. Bonjour Anthony, bonjour à toutes et à tous. Et ravi effectivement de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on va avoir du spectacle sur France Télévisions pour cette dernière épreuve, on le disait, avec les hommes qui vont jouer gros dans ce final. Effectivement, il y a Clément Venturini qui est le leader de cette Coupe de France avec 45 points d'avance sur Emilien Janière. Donc aujourd'hui, effectivement, ça va jouer gros pour cette victoire finale sur Dompierre-sur-Yon. Avec Dompierre-sur-Yon, effectivement, une bagarre entre deux hommes, même si Dorian Godon, l'autre grand bonhomme de cette journée, visera la victoire finale. On va revenir sur ce départ qui a été donné sur les coups de midi. C'était du côté, vous allez le voir sur ces images, de Saint-Mémin dans le bocage vendéen. On le voit d'ailleurs, Emmanuel Morin, qui, on va le rappeler tout à l'heure, fête sa retraite sportive ce week-end. Et puis, on va rappeler un petit peu le parcours. 202 km très précisément, 150 quasiment en ligne dans les terres vendéennes, avant 4 boucles au total. Oui, effectivement Anthony, il y aura 4 boucles finales, donc 2 petites boucles, ce qui n'est pas commun parce que d'habitude on commence par des grandes boucles et on finit par des petites boucles, mais là on aura 2 petites boucles de 7,6 km et pour finir avec 2 grandes boucles de 19,4 km. Des boucles qui seront plutôt sinueuses sur le final avant Dompierre-sur-Yon, donc c'est ce qui va nous amener à avoir un final palpitant ici. Et on aura l'occasion avec Sébastien Galaudet, notre réalisateur, et ses équipes de revoir les dernières boucles. On est sur le direct, évidemment, vous le voyez, 45 km à peine à parcourir pour cette 52e édition du Tour de Vendée. Et déjà 5 hommes en tête, Anthony, avec des hommes qui se sont détachés dès le départ quasiment. Oui, l'échappée est partie assez rapidement ce matin. Et puis là, on peut voir à l'antenne Anthony Delaplace qui fête sa dernière course chez les pros. Il va prendre sa retraite à l'issue du Tour de Vendée après 17 années chez les professionnels. L'équipier modèle de chez Arkea BNB qui a très peu gagné pendant sa carrière. Il a gagné sur la Polynormande notamment, mais qui est un vrai baroudeur et il le montre encore aujourd'hui en étant à l'avant. Alors on le voit sur ces images, le peloton, le reste du peloton qui se trouve à 3 minutes derrière les échappés, 2 minutes 49 très précisément, repassé sur la ligne ici à Dompierre-sur-Yon où l'on se trouve. On va donner quand même les 5 échappés de cette journée avec, on le disait, Delaplace, avec également Johan Simon, mais également Juillat, Ostuba et Gonçalves. Exactement, ces 5 hommes sont à l'avant, donc comme tu le disais, depuis le début de ce Tour de Vendée, que des baroudeurs à l'avant, avec le jeune Johan Simon de l'équipe Saint-Michel. Alors on voit les coureurs justement traverser la commune. On voit les coureurs traverser Dompierre-sur-Yon, traverser la commune, et on va regarder la réaction du peloton notamment, Anthony, parce que c'est vrai qu'il va falloir évidemment revenir sur ces 5 échappés du jour. On va vous rappeler aussi qu'un QR code est mis à votre disposition. Vous allez le voir, le voici. Vous pouvez poser vos questions, notamment à Anthony Ravard à mes côtés pour cette course, ce Tour de Vendée. Vous avez déjà été très nombreux à poser vos questions et on va évidemment en donner quelques-unes dans quelques secondes. On voit l'arrière du peloton de ce Tour de Vendée. On l'a dit, 103 coureurs au départ et ça va assez vite sur cette course parce qu'on en avance sur les temps. Effectivement, on est en avance sur les temps. Là, on est à plus de 45 de moyenne depuis le début du parcours. Et avec ce petit peloton, comme vous l'avez dit Anthony, 103 coureurs au départ. Donc ça aussi, ça peut jouer par rapport au scénario du final de la course. Avec un petit peloton, c'est plus difficile pour avoir de plus en plus d'équipes pour faire en sorte que ça arrive au sprint. Donc il y aura même forcément des équipes qui n'auront pas intérêt que ça arrive au sprint. Je pense notamment à Groupama FDJ qui n'ont pas forcément de sprinters alignés au départ, en tout cas des purs sprinters. Donc eux, ils ont tout intérêt à dynamiter le peloton dans le final. Je pense aussi aux Unibet qui étaient Maroquettes, qui aussi n'ont pas de réels purs sprinters.
aussi ici au départ. Ouais, ce sera plus compliqué pour elle effectivement si ça arrive au sprint. On a un homme nous bien placé sur ce Tour de Vendée. Il s'agit de Nathan Wildy qu'on va retrouver sur la moto. Nathan, vous êtes juste derrière le groupe des échappés? Oui, bonjour Anthony, bonjour à tous. Exactement, nous sommes derrière le groupe des échappés, un groupe d'échappés, vous l'avez dit, qui est parti très tôt lors de cette course. Alors il y en a un qui me fait belle impression, même s'il n'est pas forcément en tête, c'est le dossard 143 Maximilien Juillard de Van Rysel Roubaix. Il n'a pas été conservé par son équipe, l'année prochaine il rétrogradera dans le monde amateur, mais il ne compte pas ses coups de pédale, il a fait un gros boulot. Et on a vu un homme aussi qui s'est particulièrement mis en avant de ce groupe d'échappés, c'est Anthony Delaplace, vous l'avez dit, dernière course pour lui. Il se fait plaisir, il fait plaisir aussi à ses proches qui sont venus très nombreux, ils sont juste après la ligne d'arrivée avec... Alors Anthony, j'ai une question pour vous, savez-vous pourquoi ses proches ont une toque sur la tête? Ses proches ont une toque sur la tête. Ah bah c'était une bonne Oui, question. toque de chef. Ah oui, parce exactement. Qu'en fait, il a deux vrai. passions. La cuisine. Voilà, Exactement. deux passions. Exactement. Il va se reconvertir vers la cuisine. Et donc là, c'est lui qui est au fourneau. Il est à l'avant de ce groupe d'échappés. Et on va lui souhaiter, Bien vu. on va lui souhaiter d'aller le plus loin possible, évidemment, Anthony Delaplace. Une question justement des internautes et notamment de Laura de Plohermel. À partir de quel moment les équipes de sprinteurs prennent-elles les commandes sur une course? Ah bah ça peut arriver de bonne heure, on le voit déjà à l'écran, on est à plus de 41,5 km de l'arrivée. Et donc là on voit bien que Total Energy, ils ont affiché leurs ambitions avec une grosse équipe. Avec une grosse équipe au départ, mais bon voilà, s'ils sont à l'avant en train de rouler, c'est pour montrer que voilà, ils vont défendre les ambitions pour Emilien Janière. Ils affichent clairement qu'il veut gagner la Coupe de France. Donc il n'a pas le choix pour gagner la Coupe de France, comme je disais tout à l'heure, d'être dans les 3 premiers de l'épreuve. Pour cela, après derrière, il ne faudra pas que non plus Clément Venturini puisse y faire un résultat. Mais donc voilà, ils affichent clairement leurs ambitions. Après, il y a aussi derrière le final quand on approche vraiment des derniers kilomètres pour le lancement du sprint. L'emballage. Et là, l'emballage final, souvent, ça dépend aussi du vent. Il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte. Le vent, il y a aussi derrière, en fonction de la largeur de la route, à quel moment on vient se placer. Et là, j'ai vu qu'aujourd'hui, par exemple, à 5 km du final, on vient chercher une petite route. Alors moi, si j'étais directeur sportif aujourd'hui, on serait bien sûr mis en place avant les 5 derniers kilomètres. Mais après, l'idée, c'est qu'il y ait toute l'équipe qui arrive à 5 km. Et quand il y reste 5 coéquipiers, déjà, c'est plus facile de tenir jusqu'au bout. Si l'objectif, c'est vraiment d'avoir vraiment toute l'équipe qui puisse emmener le sprinter jusqu'au bout, jusqu'au poisson pilote, qui est lui là pourtant pour les 500 derniers mètres. Il ne faut pas qu'il jette son venin avant les 500 derniers mètres. Et on va rappeler quand même qu'Anthony Ravard, qui est le consultant cet après-midi, également manager général de l'équipe CIC Unante Atlantique, présente sur ce Tour de Vendée, mais en toute impartialité, eh bien, il nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. On évoquait la fin de carrière d'Anthony Delaplace. Il y en a un autre, Emmanuel Morin, qui lui aussi fait ses derniers tours de roue ici, fin de carrière pour le Nantais, celui qui est né à Nantes en Loire-Atlantique. On va l'écouter justement lorsqu'il évoque sa fin de carrière. Oui, j'aime bien courir ce genre de parcours, les Coupes de France et tout, ça me correspond bien. Donc, puis même pour mon équipe, donc on va essayer de faire une belle course. Pour moi, c'est un soulagement d'arrêter, ça fait du bien de passer à autre chose et avoir d'autres objectifs dans ma vie. Alors c'était Anthony Pérez qu'on a entendu, pas Emilien Janière. Il avait changé de non, il n'a pas changé visage. de physique, mais on écoutera même, c'est pas grave. Lui aussi, mais lui Anthony aussi Pérez, arrête sa carrière. Il y en a plusieurs aujourd'hui qui ce week-end arrêtent leur carrière de cycliste. Donc aujourd'hui, il y a 2 coureurs qui arrêtent leur carrière. Il y a Anthony Delaplace, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est à l'avant, et Anthony Pérez qui arrête aussi aujourd'hui. Anthony Pérez, donc comme il le disait dans l'interview, qui disait qu'il était content d'arrêter de cette carrière, qu'il arrivait au bout de quelque chose, qu'il était prêt à se reconvertir, même soulagé d'arrêter. Et c'est vrai que le cyclisme moderne, on voit, ça roule de plus en plus vite, tout est de plus en plus structuré. Et lui qui est un baroudeur, qui a gagné ses courses en baroudeur, mais il se fait peut-être de moins en moins plaisir et il a peut-être envie de passer à autre chose. Effectivement, regardez, 40 km à peine pour l'arrivée ici sur Dompierre-sur-Yon. On est dans les boucles finales, alors que pour Ryan Boulawat, c'est terminé. Le coureur de chez Total Energy, il a fait son boulot. Exactement, Ryan a travaillé toute la journée, donc je pense que là maintenant ça va être il va mettre la flèche pour essayer de regarder Emilien Janière s'imposer. Emilien Janière qui a été très performant sur cette fin de saison. Il faudra rappeler que le Bretagne Classique, il termine 2e, donc il
il y a un peu plus d'un mois de cela. Donc il est en forme, Emilien, il est forcément chez lui. D'ailleurs, on voit les supporters aussi à la télé qui sont là pour l'aider à aller gagner aujourd'hui. Donc non, il a fait son boulot. Maintenant, voilà, on voit aussi que l'équipe Saint-Michel ambitionne aussi quelque chose aujourd'hui, qui sont à l'avant du peloton. Et on les voit revenir, on va les voir de toute façon tourner assez régulièrement sur Dompierre-sur-Yon. On vous rappelle, c'est 2 boucles, 4 même, 2 petites boucles. Là ils sont sur la deuxième petite boucle et on finira par 2 grandes boucles d'à peine 20 km. Donc les 40 derniers kilomètres que vous voyez là sont dans les grandes boucles finalement, puisqu'on est à 38,7 km de la fin et que l'on voit que le peloton revient sur les échappées. Oui, maintenant l'écart est plus que de 2 minutes 26. Donc pour l'instant il n'y a pas de danger pour le peloton, il n'y a pas de réel danger. En plus, les coureurs qui étaient à l'avant sont partis de bonne heure ce matin, donc il y a quand même de la fatigue qui commence à se faire ressentir dans les jambes. Et donc ça pèse au bout de 200 km, forcément, ça pèse énormément. Donc là, pour l'instant, l'échappée, il n'y a pas de danger pour le peloton en tout cas. Et les coureurs, on voit Lorenzo Manzin en deuxième position, coureur de Total Energy, qui nous a fait le plaisir de faire la reconnaissance cette semaine pour les antennes de France 3. Et c'était vraiment sympa, il était en compagnie de Fabien Grelier et c'est vrai qu'on a pu voir que sur les derniers kilomètres notamment, les routes étaient très sinueuses, très étroites et qu'il fallait vraiment faire attention pour éviter les chutes. Lorenzo qui est en plus qui connaît par cœur parce qu'il est de Dompierre-sur-Yon, donc c'est encore mieux pour reconnaître le final avec lui. Et puis en plus c'est quelqu'un qui est sprinter, qui est très rapide, donc il sera conseillé en plus Emilien Janière dans le final et pour moi c'est aussi ça sera le poisson pilote de Emilien Janière. Il sera là pour le mettre dans les meilleures conditions. Comme je disais, il connaît par cœur ces routes là et avec le virage en plus à 500 mètres de la ligne d'arrivée, l'arrivée en faux pas longtemps qui convient à Emilien Janière, c'est des caractéristiques qui conviennent à Emilien, tout comme Dorian Godon d'ailleurs qui fait figure de grand favori aussi aujourd'hui, qui a gagné la Coppa Bernecchi lundi. Donc voilà, pour le final on aura de beaux clients. Justement, on va reparler avant de voir les coureurs du peloton passer sur cette ligne d'arrivée à Dompierre-sur-Yon. On le voit, il y a encore un gros peloton de 80 coureurs, quasiment 90 coureurs. Et on va les laisser passer cette ligne d'arrivée. On va revenir pour essayer de parler de cette bagarre finale pour cette victoire en Coupe de France entre Emilien Janière, le coureur de Total Energy, et Clément Venturini, celui d'Arkea. C'est vrai qu'il y a quoi ? Il y a 45 points d'écart entre les deux hommes. Une victoire ici, ça rapporte combien ? Alors donc la victoire ici au niveau de la Coupe de France FDJ, c'est 70 points pour le vainqueur. Le deuxième aura 55 points et le troisième 45 points. Donc comme je le disais, il faut absolument que Emilien Janière puisse s'imposer et que Clément Venturini doit terminer au-delà de la 6e place. Et là, à partir de ce moment-là, Emilien Janière pourra gagner cette Coupe de France FDJ. S'il termine deuxième, c'est encore possible, mais il faudra que Clément Venturini termine au-delà de la 8e place. Ouais, après, c'est les calculettes, quoi. Et puis après, il peut terminer 3e parce qu'il y a 45 points, donc ils seront ex-aequo. Et après, ça sera ceux qui auront le plus de victoires, mais personne n'a gagné encore. Donc c'est les deuxièmes places. Et donc ça sera sur les deuxièmes places. Ok, les deuxièmes places. On va écouter justement Clément Venturini, le coureur de chez Arkea, qui a un double discours. À la fois, il est concentré sur l'objectif final de cette Coupe de France, et puis vous le savez certainement, son équipe Arkea BNB Hotel devrait arrêter la compétition d'ici quelques semaines, malheureusement. On l'écoute, Clément Venturini. L'enjeu est de taille, c'est-à-dire que c'est la dernière course de la saison, c'est la dernière course sous le maillot Arkea, et ça c'est pas neutre. Donc voilà, il y a plus que la Coupe de France aujourd'hui. Ouais. Là j'ai toujours fait mon métier à 101%, je dirais, voire 102. Donc voilà, derrière, si la fin doit être là, ça sera la vie, c'est des cycles, hein, c'est comme ça, mais en attendant, il y a une course à gagner avant tout, une Coupe de France au bout, une dernière course avec Anthony qui est une personne exemplaire et j'ai beaucoup de respect et voilà. Et voilà, vous avez entendu Clément Venturini motivé à l'idée d'aller décrocher cette Coupe de France. Je vous rappelle, vous allez le revoir sur ces images alors que vous voyez le peloton de ce Tour de Vendée 2025, le QR code qui vous permet de nous poser des questions, surtout d'ailleurs Anthony Ravard au passage. Il y en a une de Manu, alors c'est pas Manu, non pardon, c'est Laurence qui va nous poser cette question. Laurence qui nous demandait justement est-ce que le peloton est capable de revenir sur les échappées à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Oui, alors pour l'instant, le dernier écart c'était 2 minutes 25, il me semble,
Donc voilà, 2 minutes 15 maintenant à 35,9 km pour l'instant. Il n'y a pas de danger pour le peloton. En plus, comme on voit avec ces routes-là, c'est plutôt avantage au peloton qu'aux échappés. Mais je pense qu'il va y avoir 2 courses dans la course, c'est-à-dire qu'il va falloir faire attention aussi au peloton de ne pas rentrer trop vite pour éviter justement que ça attaque trop rapidement. Trop fort en derrière. Mais comme je le disais, ça sera l'intérêt des équipes qui n'ont pas de sprinter. Mais pour l'instant, non, il n'y a pas... Il n'y a pas d'affolage pour le peloton, et puis on voit qu'en plus beaucoup d'équipes sont intéressées. Là on voit que du coup Euskaltel est aussi présent pour rouler, Total Energy. Il y a aussi, on a vu qu'il y avait les Décathlon AG2R la mondiale qui étaient là pour Dorian Godon. Donc beaucoup d'équipes ont affiché leurs ambitions pour le sprint. Afficher leurs ambitions et sont évidemment à l'avant pour revenir. Alors comme vous le disiez, pas trop vite non plus pour éviter que tout le monde attaque derrière et qu'il y ait des mauvaises surprises pour les sprinters. Mais en tout cas, on voit que tout le monde est concerné, toutes les équipes à l'avant sont concernées et ça va nous donner certainement un sacré spectacle à 35 km de l'arrivée. On vous le disait, 19,8 km, c'est la distance de la grande boucle sur ces routes vendéennes qui arrivent à Dompierre-sur-Yon. On avait, alors que là on voit encore l'image à l'avant, c'est Fabien Grelier d'ailleurs qui doit se retrouver à l'avant. Exactement, c'est Fabien Grelier là, qui vient de passer son relais. Il vient de passer son relais là, ici à Matthew Greenwood. Il n'y a pas trop de vent, hein. On le disait, non. Ça souffle pas fort. Hein. Non, aujourd'hui franchement les températures pour un cycliste sont idéales. 20 degrés, le soleil, même pas 15 km/h de vent. Franchement là pour faire du vélo c'est vraiment les top conditions. Même si on est en fin de saison et que les organismes évidemment sont un petit peu essoufflés. Alors que là on voit le Portugais Diogo Gonçalves dans cette échappée de 5 coureurs qui ont toujours 2 minutes d'avance mais qui voient fondre cette avance. Oui, c'est des équipes qui sont intéressées à l'avant. Je pense qu'une petite équipe portugaise comme ça a tout intérêt de se montrer, se confronter face aussi aux équipes World Tour de première division, ces équipes aussi de Pro Team de deuxième division. Ils ont d'habitude de courir au Portugal sur des courses nationales. Donc de venir ici, c'est aussi de se montrer face au niveau international. Et le Tour de Vendée, pour eux, c'est vraiment une course très importante. Et on va pouvoir voir si nos équipes techniques sont prêtes. Le classement de cette Coupe de France d'ailleurs, pour que vous fassiez une petite idée, on vous l'a un petit peu dévoilé il y a quelques minutes, mais voyez, Venturini 188 points. Alors Guillaume Martin n'est pas là puisqu'il a été blessé depuis un mois. Il a fait son retour à la compétition, mais il va se privilégier sur le Tour de Lombardie. Il est aujourd'hui sur le Tour de Lombardie. Exactement, donc il a préféré partir en Italie. Et puis Emilien Janière, on l'a dit, le coureur de Team Total Energy, 143 points. Ça va jouer entre les deux hommes, Venturini ou Janière. Eh bien on le saura d'ici quelques dizaines de minutes pour la victoire finale ici sur le Tour de Vendée 2025. Et également donc, vous l'avez compris, du côté de la Coupe de France et du classement final par équipe. C'est Groupama FDJ qui est bien placé. Tout à fait, par équipe, c'est l'équipe Groupama FDJ qui est en tête avec 134 points et avec 9 points d'avance sur l'équipe Arkea BNB Hotel avec 125 points. Donc je dis sauf incident, j'ai envie de dire que Groupama FDJ a un matelas assez confortable. Le vainqueur du classement par équipe aujourd'hui va empocher 12 points, le deuxième 9 points. Donc il faudrait vraiment une grosse catastrophe pour Groupama FDJ pour ne pas remporter cette Coupe de France. Mais pour l'instant, mathématiquement, ce n'est pas fait, mais il y a de fortes chances qu'il gagne cette Coupe de France par équipe. Alors vous êtes très nombreux, trop nombreux pour qu'on puisse donner toutes vos questions, vu que le QR code qui s'affiche à l'écran explose depuis quelques minutes. Anthony, on vous demande, Amélie d'ailleurs, d'Anceny, pas très loin de chez vous je crois bien. Tout à fait. Voilà, vous qui avez couru sur ces routes, qu'est-ce qui fait la spécificité des courses vendéennes? C'est les courses vendéennes, alors là aujourd'hui il n'y a pas de vent. Mais, habituellement il peut y avoir des bordures. Quand j'ai fait les plages vendéennes, à l'époque avec Vendée du Pays de Loire, c'était la course de bordure, donc le vent faisait jouer des tours favorables à l'époque pour nous, mais défavorables pour les adversaires. Non, mais après, blague à part, les courses vendéennes sont des courses d'usure avec l'alternance de route large, petite route, et puis aussi ces petites côtes qu'on ne connaît pas forcément. Je pense notamment vers Chantonnay. Alors maintenant tout le monde commence à les connaître, mais la côte du Fuiteau, ça c'est des côtes des bosses qui font mal à répétition. Donc là on a plutôt été monter
les bosses difficiles sur le début du parcours. Je pense à Saint-Michel-Mont-Mercure, qui est le point culminant de la Vendée. Je pense au Fuito aussi, à Cantet de Chantonnay, comme je disais. Puis là, plus ça va, plus on se rapproche de la Roche-sur-Yon. Il n'y a pas forcément de grosses difficultés. Non, une petite bosse, la trottinière, là, qui est légère, alors, mais voilà. J'ai envie de dire, pour un coureur cycliste professionnel, voilà, ça se passe gros plateau. C'est un faux plat montant. Allez, on a entendu Clément Venturini, on le disait, leader de ce classement de la Coupe de France. On va entendre à présent Émilien Janière, puisqu'on en parlait du coureur vendéen qui habite tout près. Eh bien, on l'écoute, et on l'écoute notamment sur les souvenirs qu'il a du Tour de Vendée. Et ça remonte un petit peu maintenant, écoutez. C'est vraiment la course qui m'a fait rêver étant gamin. C'est là où on était le plus proche des coureurs. Je venais ici avec mes parents, avec mes proches. Donc voilà, maintenant être sur la course, c'est quelque chose. Et pouvoir jouer la gagne avec une équipe comme on a aujourd'hui, c'en est une autre. Et je pense qu'il y a moyen de faire des belles choses. Oh oui, il y a moyen de faire des belles choses, il le sait, Émilien Janière. Et c'est vrai que celui que l'on avait attendu sur le Tour de France, le dernier Tour de France, finalement c'est Jordan Jegat qu'on a vu beaucoup plus. Eh bien, il a envie de bien finir cette saison. Oui, effectivement, mais il est forcément... Moi, j'ai envie de dire, s'il n'est pas motivé aujourd'hui, il ne sera jamais motivé de sa vie. Il peut jouer le classement général de la Coupe de France. Il est à 5 km de chez lui. Son équipe est vendéenne. Donc là, si on n'est pas motivé aujourd'hui, je pense qu'on ne sera jamais motivé. Donc oui, forcément que Émilien est motivé et il cherche aussi la victoire cette année. Donc il sera gagné devant ses supporters que l'on voit au bord de la ligne. Ça sera toujours un moment inoubliable pour lui, comme il le disait. C'est des souvenirs d'enfance et c'est vrai que les équipes professionnelles et les courses qui sont sur les territoires... On voit le drapeau d'Émilien Janière d'ailleurs. Exactement. Et les courses qui sont faites sur chaque territoire, voilà, c'est pour aussi faire rêver les gamins, leur donner envie de prendre une licence de vélo et aller dans les clubs. Lui, il a commencé au vélo club Herbretet, aux Herbiers. Et voilà, et aujourd'hui les professionnels. Donc c'est ça, nous les équipes professionnelles, voilà, c'est donner envie aux jeunes de faire du vélo en tant que passionnés pour ensuite après les voir sur les courses qui les ont fait rêver. Comme ces 5 échappés justement qui ont 1 minute 49 d'avance encore sur le peloton, à un peu moins de 30 km de l'arrivée. Est-ce que ça commence à peiner, à tirer la langue un peu, Nathan Villy, vous qui êtes sur la moto France Télé? Oui, Anthony, alors non, on a l'impression que ça collabore toujours très bien entre les 5 hommes de tête. Anthony Delaplace impulse vraiment un super rythme, mais ça va être compliqué parce que là, on s'est laissé dépasser par le peloton et je peux vous dire que ça ne se regarde pas dans ce peloton. Évidemment, on veut revenir sur les hommes de tête. Alors un petit mot sur le parcours final puisqu'on a pu rouler sur les boucles finales, sur les derniers hectomètres de ce parcours. Et je peux vous dire que c'est extrêmement technique, et notamment à 500 mètres de l'arrivée, on est sur une descente ultra rapide. Et derrière, un virage très serré à droite, un virage très serré à gauche, pour ensuite aller rallier le faux plat d'arrivée. Ça va être très périlleux, et en tout cas, je peux vous dire que là, on ne compte pas les coups de pédale, on roule à fond. J'imagine 28 km un peu plus encore à rouler là pour... arriver jusqu'à la ligne d'arrivée, et c'est vrai que ces 5 coureurs ils se ménagent pas derrière non plus, ça roule vraiment à fond. D'ailleurs on est en tête et surtout en avance sur les prédictions d'arrivée, et pour le moment ils continuent de travailler ensemble conjointement, même si Anthony Delaplace laisse pas beaucoup de travail aux autres. Oui, Anthony est très motivé pour que ça aille au bout, mais après pour sa dernière il a peut-être envie forcément d'aller la gagner. Effectivement, il paraît impressionnant à l'avant. Il y a Manuel de Carquefou qui nous demande justement, que pensez-vous des relais orchestrés par Maximilien Julliard et Anthony Delaplace dans cette échappée de 5 coureurs? A priori, d'après ce que dit Manuel, il n'y a que les 2 coureurs quasiment qui se relaient. C'est les 2 coureurs qui font la meilleure impression à l'avant, on le voit clairement à l'écran. Après, comme je disais, on a Diego Gonçalves, voilà, qui est une équipe continentale portugaise, donc qui est content déjà d'être au départ aujourd'hui. Donc je pense qu'il est aussi content d'être l'échappée et de toujours être dans l'échappée. Ensuite, il y a Johan Simon qui est un jeune coureur de Saint-Michel Préférence-Aume. Donc pareil, pour lui, c'est une échappée au long cours comme ça lui reste plus facilement les jambes. Là, avec des coureurs d'expérience comme Anthony Delaplace, qui a dès cette année dans les jambes chez les professionnels. Peu d'expérience. Bon voilà, il y a un peu d'expérience, il y a de l'endurance, et forcément
quand on a déjà fait 170 km, eh ben, voilà, on montre que l'endurance fait la différence. Exactement. Et là, on voit encore que l'équipe Total Energy est vraiment aux avant-postes. Pas l'intention de confier à qui que ce soit les commandes de ce peloton et d'aller chercher, on va dire d'ici une dizaine de kilomètres, eh bien les 5 échappés du jour, puisqu'on va le rappeler, et d'ailleurs Nathan Wildy nous le disait, ils se sont échappés depuis quasiment 13 heures, les 5, alors que là, il y a une attaque visiblement. Ça bouge pas mal. C'est Maximilien Julliard qui lâche le premier, donc il a peut-être un peu trop donné aujourd'hui. Avec Diogo Gonçalves aussi qui n'arrive plus à suivre le rythme. Et là, les deux sont lâchés. Ils sont partis à 3 pour l'instant devant. Les 3 échappés du jour. Alors que là, on suit du côté de Maximilien Julliard. Mais vous voyez, déjà, il y a une centaine de mètres quasiment. Le trou a été fait par les 3 qui sont partis et ont appuyé encore une fois sur l'accélérateur. Exactement. Et on avait aussi un changement de physionomie de course aussi à l'arrière avec Groupama FDJ qui s'est mis en tête de peloton. Et je suis persuadé que Groupama, s'il roule, c'est pour revenir au plus vite, justement, pour aller faire la course dans le final, pour déjouer les sprinters. Alors que là, on voit qu'Anthony Laplace, quand même, peine à revenir. Il a du mal, mais c'est normal. C'est lui qui a quasiment tout fait là depuis le début de cette échappée. Et là, il revient sur les 2 hommes, Autrouba et Johan Simon, qui eux, sont partis. Voilà, ils vont être 3. 3 maintenant à l'avant. On passe de 5 à 3 échappés et 1 minute 30 d'avance encore sur le peloton à 26 km de l'arrivée. Et oui, comme je le disais, donc Groupama FDJ qui est venu à l'avant. Donc on voit que l'écart diminue encore fortement. Et je pense, je ne serais pas surpris de les voir essayer de tout faire rentrer dans les 2 derniers tours, et histoire de dynamiter la course dans le final. Et on le voit, Anthony, c'est la spécificité aussi de ces boucles ici sur Dompierre-sur-Yonne, c'est qu'on rentre dans des lotissements et on a aussi un petit peu de dangerosité au niveau des trottoirs. Il faut vraiment être vigilant. Oui, puis sur des courses comme ça où c'est très étroit et on rentre dans des lotissements, qu'il y a des droites et des gauches, et ben, il faut être placé, parce que quand on est à milieu de peloton ou à l'arrière du peloton, on se prend toutes les relances. Et à la fin de la course, c'est ce qui pèse dans les jambes pour pouvoir exister. Donc là, c'est le placement qui est primordial là, pour le final. Question d'Emmanuel de Saint-Symphorien sur Coise, je ne sais pas comment on le prononce. À quelle moyenne roulent les coureurs à l'heure actuelle? Alors on va parler des échappés, ça va être plus simple. Alors là, on est sur le circuit final qui est pas non plus exigeant. C'est des faux plats montants, c'est des toboggans qu'il y a sur le final à Dompierre-sur-Yonne. Généralement, l'échappée est entre 45 et 48 km/h sur ce circuit. Et après, avec le peloton, ça risque de fortement augmenter et avec les attaques. Dans les derniers kilomètres. Allez, on retrouve ces 3 hommes de tête avec, on le rappelle, Autrouba, le Tchèque, avec Johan Simon et Anthony Delaplace. Vous le voyez sur ces images avec une nouvelle fois Anthony Delaplace qui est aux commandes. Il donne vraiment beaucoup de sa personne. Il leur demande d'ailleurs de relayer un petit peu ce qui est fait, parce que si ces 3 hommes veulent aller encore plus loin sur cette 52e édition du Tour de Vendée, eh bien ils n'ont pas d'autre choix que de rouler comme des fous là sur les routes vendéennes. Je pense qu'Anthony Delaplace souhaite avoir le prix de la combativité, vu comment il donne de sa personne à l'avant. Je ne serais pas surpris qu'on puisse lui donner à l'issue de cette épreuve. En tout cas, quel beau combat. Lorenzo Manzin que l'on voit en 2e position. Il est toujours calé dans les roues d'un de ses coéquipiers. Lorenzo, je pense que c'est lui qui va envoyer de toute façon derrière sur le final. Je pense que soit c'est lui, ou alors, à mon avis, ça peut être aussi Florian Dauphin, qui a une belle pointe de vitesse et qui pourrait être le lanceur. Parce que je suis assez surpris qu'il soit toujours en 2e position. Généralement, quand on est le lanceur, on est plutôt à être derrière son sprinter pendant toute la journée, et on reste ensemble. Et là, Lorenzo Manzin est plutôt aux avant-postes, donc il prend pas mal le vent. Et on l'a vu tout à l'heure passer un relais, donc je ne serais pas surpris que le lanceur, ça sera Florian Dauphin. Eh bien, on va voir tout ça dans quelques minutes. On retrouve les images de tête avec cette fois Johan Simon et donc là, on arrive sur la petite route à gauche, au niveau du Moulin Neuf. Là, on est à... Alors, il faudra refaire un tour, mais là, on se situe à 5 km de l'arrivée ici. Non, c'est bien Diogo Gonçalves qui est en tête de ce groupe de 3. Diogo Gonçalves avec Anthony Delaplace en 2.
Au niveau de l'échappée, c'est Yacoub Outrouba de Cara Rural et d'ailleurs qui a gagné le classement des points chauds aujourd'hui, qui a fait tous les classements. Ensuite, il y a donc Diego Gonzalez, le surprenant Diego Gonzalez. Qui est resté dans les 3 échappés. Exactement, lui que je pensais que ça allait être un des premiers à lâcher de cette échappée, mais finalement il est toujours aux avant-postes. Il est là et on va retrouver Nathan Wildy qui va nous raconter très certainement où il se trouve déjà et savoir s'il y a encore un écart assez conséquent entre le peloton et les 3 hommes de tête. Et donc on voit Lorenzo Manzin justement qui... Oui Nathan. Oui Anthony, oui Anthony. Alors je ne vois pas encore les échappés, je suis derrière le peloton là pour la première fois. J'ai une visibilité assez large sur l'avant, je ne les vois pas encore, mais je peux vous dire que là on est à près de 70 km/h dans les descentes, peloton en file indienne sur des descentes ultra techniques. Il faut être très bien placé, disait Anthony Ravard, et effectivement eh bien, tout à l'heure quand je vous ai parlé, Dorian Godon était à l'arrière de ce peloton et on a vu eh bien, enclencher, appuyer un peu plus fort sur les pédales pour remonter et donc ne pas se faire piéger car cette fin de boucle, cette fin de grande boucle est vraiment très piégeuse, très technique, très sur des routes très serrées. Vous l'avez dit, que du mobilier urbain dans du lotissement, beaucoup de virages à 90 degrés comme là actuellement où on tourne à gauche pour eh bien, aller chercher la côte de la Trottinière. Allez, Dorian Godon, on l'a dit, hein, si elle ne joue pas lui le classement final de cette Coupe de France, il joue à coup sûr bien, la gagne ici sur ce 52e Tour de Vendée. Je ne sais pas si en régie on est prêt à écouter Dorian Godon qu'on a justement rencontré ce matin, en l'occurrence Nathan Wildy et Olivier Caillé qui sont allés savoir s'il était prêt à jouer la gagne. Dorian Godon, on l'écoute. Ouais, je suis très en forme en ce moment, donc je pense qu'on va plus jouer ma carte, mais après ça peut pas forcément arriver au sprint, c'est une course de mouvement et je serai plutôt marqué, donc il y a beaucoup de petites routes dans le final et je pense que chaque coureur de l'équipe peut avoir une opportunité, donc voilà. Si ça arrive au sprint, c'est sûr ça sera ma carte, et une belle arrivée un peu en bosse. Voilà, Dorian Godon, on est à un peu moins de 3 km de la dernière boucle, de la dernière grande boucle de ce Tour de Vendée. Et on va certainement le voir revenir un petit peu plus sur les premières places dans le peloton. Oui, là Dorian, clairement, il va se positionner aux avant-postes. Malgré qu'après, il y reste une longue ligne droite jusqu'à 5 km de l'arrivée. Comme je disais, c'est là où on va aller chercher les petites routes. Là, clairement, si on n'est pas placé ici, ça sera compliqué d'aller y faire un sprint. Donc il faudra... Pour l'instant, il n'y a pas encore le feu au lac. Je pense que là, pour l'instant, il peut rester en milieu de peloton, mais il est clair que dans le final, il faudra absolument, dans les 5 derniers kilomètres, être placé dans les 15-20 premiers avec son équipe. Et je ne serais pas surpris de voir aussi l'équipe Décathlon G2R aux avant-postes pour clairement emmener Dorian avec en plus un Sam Bennett qui sera en lanceur de luxe. Ah oui, Sam Bennett qui est la grande star de ce Tour de Vendée, même s'il n'est pas dans une grande forme, le sprinter, mais en tout cas c'est lui qui va emmener très certainement Dorian Godon vers les premières places et pourquoi pas la première place de ce 52e Tour de Vendée. On le disait, on parlait justement des écarts et de à quel moment placer ces coureurs aux avant-postes. C'est Rémi de Messac qui vous pose la question, Anthony. Vent latéral, route Beaucagère-Vendée, à partir de quel kilomètre il faut surveiller les écarts et placer ces coureurs aux avant-postes? Alors vent latéral aujourd'hui ça va 15 km/h. Là on n'est pas stressé dans les voitures, on n'est pas stressé dans le peloton. Non, aujourd'hui la météo clairement elle est top, il n'y a pas de risque à avoir. Comme je le disais, je pense que voilà, là on voit aussi que ça a attaqué tout à l'heure dans le peloton, mais comme je disais, moi je pense que voilà, le circuit final est un mélange entre de routes larges et de petites routes. Pour l'instant, il n'y a pas non plus de grand stress à être tout de suite à l'avant du peloton. Ça sera vraiment dans le dernier tour qu'il faudra être placé. Et comme je le répète encore une fois, mais ça sera surtout à 5 km d'arrivée. Et là, on voit que Cofidis relance. Ça y est, ça relance et ça attaque même du côté de Cofidis qui veut sortir peut-être un petit peu du peloton. Ils n'ont personne à l'avant. Ils ont aussi cette envie un petit peu de dynamiter la course. Même si on le sait, il y a des sprinters chez Cofidis. Alors oui, il y a Alexis Renard qui est là aujourd'hui en tant que sprinter, mais c'est pas le sprinter comme au niveau d'un Dorian Godon ou un Giovanni Lonardi par exemple de la Team Polti, un Emilien Jagnard. Je pense que Cofidis a tout intérêt à durcir la course pour un coureur comme Alexis Renard.
et essayer de pourquoi pas aller s'imposer avec d'autres coureurs dans cette équipe. Et puis il faut rappeler aussi le contexte, c'est qu'aujourd'hui Cofidis est à la recherche de points UCI. Oui, parce qu'il y a une grosse bagarre, hein, on l'a pas dit encore, mais il y a une grosse bagarre entre Cofidis et le team Total Energy. Hein. Exactement, je pense que Cofidis a aujourd'hui compris que le World Tour, ça allait certainement être très compliqué, même terminé pour rester en World Tour. Mais chaque année, il y a aussi les wildcards qui sont en jeu. Et donc la 19e, 20e et 21e équipe Pro Team, donc les 3 premières Pro Team finalement dans le classement, auront des wildcards pour aller faire les grands tours et les grandes courses internationales, les anciennes Coupes du Monde, les courses World Tour. Et donc il y a un enjeu. Il n'y a qu'un point d'écart entre les deux formations, alors que là, on va voir les 3 échappés, les 3 hommes de tête qui vont passer pour la dernière fois sur la ligne d'arrivée. Dernière boucle, 19 km 5 à effectuer pour ces 3 hommes de tête pour espérer l'emporter d'ici 19 bornes. Oui, 19,5 km. Alors 1 minute. Ah là voilà, et ça y est, l'écart a été rétabli à 1 minute 16. J'ai commencé à m'inquiéter un petit peu quand il y avait encore une 39. Donc non, l'écart est encore. Et puis ça attaque derrière, donc ça va. Ça risque de revenir rapidement. D'ailleurs, pour terminer sur cette histoire de Total Energy et justement de Cofidis, ça va se jouer dans les dernières courses de cette année, notamment aujourd'hui. Hein. Justement, c'est pour ça que je pense que Cofidis a tout intérêt à attaquer, parce qu'il y a Emilien Janière, le favori aussi du jour, qui risque de marquer des points UCI, parce que s'il termine devant Alexis Renard ou devant un coureur de Cofidis, ils marqueront forcément plus de points UCI. Eh oui. Donc l'enjeu est de taille, et je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas intérêt que ça arrive au sprint, et ils ont tout intérêt d'attaquer comme Groupama FDJ. Nathan Wildy, on va le retrouver sur la moto à France Télé avec certainement des infos à nous donner concernant peut-être les hommes de tête, Nathan. Non, on est sur le peloton pour vous dire sur le peloton. Que le peloton ça roule, ça continue à rouler. Alors que là, on a été coupé. On n'a plus Nathan Wildy du coup sur la moto. On est avec le peloton là qui vient de passer devant nous sur la ligne d'arrivée ici à Dompierre-sur-Yon. Encore, on le disait, un peu moins de 19 km, 1 minute 10 entre les 3 échappés et le peloton. Des échappés qui gardent quand même encore de l'avance, même si on le sait. En règle générale, on peut récupérer 1 minute tous les 10 km. C'est à peu près la moyenne en gros. Oui, c'est le fameux théorème de Chapat. C'est ça. 1 minute aux 10 km. Donc là, on est large, là on est bien, on est pas mal. Non, mais, ça veut dire que la fin va être musclée, la fin va être spectaculaire parce que y en a évidemment qu'on a gardé sous la pédale. Oui, non, mais là, clairement, les équipes qui n'ont pas d'intérêt de jouer leur carte au sprint sur les petits toboggans, là, justement dans les 5 derniers kilomètres, avec les routes très sinueuses, avec les changements de direction, etc. Je pense qu'il va y avoir du sport et il va falloir que les équipes de sprinteurs soient très très bien soudées et bien ensemble à collaborer pour faire en sorte qu'il y ait un sprint aujourd'hui à Dompierre-sur-Yon. Et on a pu voir aussi les coureurs du CIC Nantes à l'avant avec Axel Mario et Yael Joalan. Donc les grimpeurs de poche sont à l'avant. On les a vus effectivement sur les images. 1 minute 08 d'écart entre le peloton, vous le voyez, la tête de course sur ces belles images aériennes. Avec toujours ces 3 hommes à l'avant, on va rappeler avec Anthony Delaplace et son dossard numéro 2, avec Gonçalves et son dossard 151 et au Trouba, le 64 de la Cararoual, Seguros. Ils font de la résistance, hein, mine de rien. Ah oui, ils tiennent bien quand même. Hein. Franchement, ça roule fort parce que derrière, on les arde pas. Donc ça veut dire que les 3 hommes sont vraiment en forme. Non, derrière, on voit que ça roule vraiment, vraiment très fort. On a vu tout à l'heure Mathieu Burgodeau aux commandes et maintenant c'est... alors qu'est-ce qui se passe pour Dorian Godon ? Dorian Godon qui a un petit souci là du côté d'un des favoris de ce Tour de Vendée. C'est dommage là qu'on n'ait plus l'image de Dorian Godon. On le voit sur... Voilà, il repart. Il a une crevaison. Ouais, je pense qu'il a crevé effectivement, ou un petit problème mécanique. En tout cas, il est reparti, mais ça c'est jamais très très bon hein, pour le final. Ah là, on est encore à 17 km de l'arrivée, donc si des coéquipiers qui restent dans les voitures l'attendent un peu. Ouais, ça va encore le faire, hein, mais il est clair que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour préparer le sprint. Et psychologiquement, c'est pas très très bon, même si on le sait, hein, c'est un garçon qui est capable de revenir sans problème. Il sait gérer aussi l'émotion de ce type d'incident.
Et on voit le Dorian Godon là avec son maillot de champion de France qui est dans les roues. Il est dans la voiture. Dans les roues de la voiture. Non, derrière la voiture de son équipe. Il n'est pas stressé, ça va, il a l'air de revenir tranquillement de voiture en voiture, il est habitué. Et donc l'équipe Polti qui travaille pour son sprinter Giovanni Lonardi, le dernier vainqueur du Grand Prix de Plouay en classe 2, qui a gagné plusieurs courses cette année, l'Italien, qui fait partie des favoris aussi au sprint aujourd'hui. Alors, je suis en train de regarder en même temps une question donc, qui nous arrive également de Philippe de Comblessac. Anthony, en tant qu'ancien sprinter, comment construire un train efficace sur ces circuits finaux avec des virages multiples? Bah là déjà c'est d'avoir l'équipe pour forcément. Là-dessus on est d'accord. Il faut avoir une équipe vraiment dédiée pour le sprint, mais il faut constituer le groupe bien avant d'arriver dans ces virages et puis faire le forcing pour que tu mettes tout le monde en file indienne et le sprinter sera dans les meilleures conditions avant l'entame du sprint. Donc là, ça va être assez décousu, attention, parce que c'est simple comme ça, mais sur les toboggans, avant d'arriver sur le dernier kilomètre avec la descente rapide, le virage droite serré et le virage gauche serré, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'équipes intéressées et ça risquera d'être compliqué vraiment de mettre tout ça en place, même si l'équipe Décathlon AG2R la mondiale montre aussi un bel effectif pour pouvoir le faire aujourd'hui. Il va falloir jouer des coudes quand même et se placer du mieux possible dans les derniers kilomètres pour être positionné idéalement, alors que l'on voit sur ces images bien que les trois hommes de tête roulent encore et collaborent parfaitement entre de la place, Otrouba et Gonçalves. Ça communique bien, ça se relaie. Et ça a toujours une petite minute encore d'avance, à peine 15 km de l'arrivée. Moi je suis vraiment étonné de ces trois hommes. Je pensais vraiment qu'ils allaient être rattrapés beaucoup plus vite par le peloton. Mais non, ça lutte énormément là sur les tracés vendéens. Oui, ils font vraiment une belle résistance. Anthony de la Place, on n'est pas surpris par lui dans le final avec ses efforts d'endurance. Mais moi, comme je disais, où je suis surpris, c'est par le petit Gonçalves, le Portugais, qui fait bonne impression dans le final. Alors que là, on est sur la tête du peloton. Ça roule, mais il y a des passages de relais qui sont un peu plus délicats. C'est un peu décousu, en fait. Ouais. On voit des équipes qui sont intéressées par le sprint, avec l'équipe Polti Cometa. On voit aussi l'équipe Total Energy qui est aussi intéressée par le sprint, mais derrière on voit qu'il y a aussi des équipes qui relancent, qui essayent de casser la dynamique pour les équipes de sprinters. Donc c'est pour ça que c'est un peu décousu. Ouais, jeune coureur portugais de 24 ans, Diogo Gonçalves. Alors que Dorian Godon est en train de faire son retour dans le peloton. Voilà, on le disait, il a parfaitement géré cet incident mécanique, crevaison très certainement, et il est revenu tranquillement. Vous le voyez en queue de peloton et il va remonter, alors en espérant pour lui qu'il n'ait pas fait non plus des trop gros efforts, mais bon, je pense que ça s'est passé assez vite. C'est passé assez vite, il s'est rapidement mis à l'arrière de sa voiture d'équipe. Il est monté de voiture en voiture sans stresser. Bon, après, un peu bizarre qu'il n'y ait pas quand même un coéquipier qui l'a attendu au moins à l'arrière du peloton pour pouvoir le remonter. Mais il n'y a pas trop eu d'incidence. Il reste 13 km. Je pense que maintenant, il va pouvoir remonter. C'est un petit peloton, on le rappelle, 103 coureurs au départ. Donc, ça sera assez simple, surtout vu son niveau, de remonter ce petit peloton. Alors Diogo Gonçalves, je vais pas vous mentir, je suis allé chercher un peu sa fiche parce que je le connaissais pas forcément, ancien VTTiste et qui participe également à des compètes de gravel, donc c'est quelqu'un qui est à l'aise un petit peu sur toutes les surfaces avec tout type de vélo. Un garçon qui a 24 ans est très éclectique et peut s'avérer très bon dans beaucoup de domaines. 12 km 5 encore à parcourir, 52 secondes, ça baisse, mais il reste encore un petit peu de marge à courir pour le peloton, pour essayer de rejoindre les trois échappés.
Et ça se relaie beaucoup à l'avant pour essayer d'impulser un rythme assez soutenu. Alors que l'on voit beaucoup de monde applaudir sur les routes de Vendée. Ils se sont massés ici sur la ligne d'arrivée. Évidemment à Dompierre-sur-Yon, il y a de plus en plus de monde. On en profite pour faire un petit coucou à tous les signaleurs qui étaient sur ce Tour de Vendée. Lorenzo Manzin qui a repris les commandes. Ouais, 800 bénévoles au total sur ce Tour de Vendée. Et vraiment, c'est à signaler parce qu'on a besoin de tous ces bénévoles pour réaliser des courses, même professionnelles. Eh bien, on a besoin de bénévoles. Mais la majorité des courses professionnelles sont des courses professionnelles, mais gérées par des bénévoles. Donc, on peut les féliciter. Grâce à eux, il y a de belles courses et un beau circuit Coupe de France FDJ avec 17 épreuves, avec la dernière comme le Tour de Vendée. Donc non, sans bénévoles, rien ne peut se passer, donc on peut les féliciter. Question de Vincent de Cholet, la règle des 3 km modifiée, cela change-t-il l'approche des coureurs dans le final? Alors il faut savoir que sur une course d'un jour, il n'y a pas la règle des 3 derniers kilomètres. Voilà, la réponse elle est donnée par Anthony voilà, Ravard. La règle des 3 derniers kilomètres, elle est sur des courses à étapes et aussi s'il n'y a pas d'arrivée en sommet. Parce que s'il y a une arrivée en sommet, la règle des 3 derniers kilomètres, elle est adaptée. Elle est soit adaptée ou enlevée plutôt. Donc non, là il n'y a pas de règle des 3 derniers kilomètres. Nous sommes sur une course d'un jour, donc ça ne changera rien. Et vous parliez Anthony tout à l'heure de Décathlon à G2R la mondiale, ils sont là, ils sont devant aussi. Non mais clairement Dorian est quand même le favori du jour. Maintenant qu'il a réintégré le peloton, ils peuvent retourner à l'avant pour rouler. Ils ont eu l'information via l'oreillette que tout était OK. Maintenant l'écart est de 40 secondes, donc voilà, c'est encore assez large. Je pense qu'il n'y a pas de danger pour le peloton. Il faut pas mollir. 10 km, un petit peu plus encore. Et on les voit, énormément de maillots différents aux avant-postes. On voit Arkea également. Arkea pour Clément Venturini. Ils ont aussi Jens Biermans qui est sprinter de l'équipe Arkea. Le Belge. Mais bon, je pense que je suis sûr que le Belge va se mettre au service de Clément. En tout cas, moi je serai à la place de Clément. Je me mettrai juste dans la roue d'Emilien Janière, histoire d'assurer. Et ça permettrait de s'assurer de gagner cette Coupe de France. Il a quand même 45 points d'avance, donc il est quand même assez large. Et en finissant dans sa roue, il sera sûr de s'imposer sur cette Coupe de France. C'est clair. Je serai lui, j'assurerai un minimum. Allez, encore 10 km. 10 km à parcourir, 38 secondes d'avance pour les 3 hommes de tête. On vous rappelle, Anthony Delaplace avec également Gonçalves et Outrouba. Ils sont ensemble depuis plus de 140 km. Et Anthony qui demande un relais, ça commence à fatiguer. On voit bien. Et on regarde derrière aussi, on commence à sentir que le peloton arrive. À se faire avaler comme ça dans les derniers kilomètres, c'est toujours particulier. C'est assez grisant, effectivement. Pour ces baroudeurs, ces punchers qui veulent aller au bout, mais sont parfois, souvent, mangés par le peloton qui, lui, a bien plus d'armes à fournir. Donc là, on peut voir que le peloton est très nerveux. Oui, on voit que les équipes commencent à se constituer de droite et de gauche. L'équipe Polti, notamment, visite Malta, qui est au milieu de la route. On peut voir sur la gauche aussi l'équipe Unibet Tietema. Un peu décousu là, l'équipe sur la droite Saint-Michel Préférence Home. On les a vus, on a vu le peloton au fond. On les a vus tout au fond. Et je pense qu'ils les ont vus aussi. Ouais, ça doit faire mal au moral. Pas bon pour le moral. On le voit bien d'ailleurs, 24 secondes à l'écart qui s'est considérablement affaissé entre les 3 hommes de tête, les 3 échappés du jour et le peloton qui va absorber dans quelques minutes ces 3 échappés qui auront fait un travail formidable et on espère qu'Anthony Delaplace aura le prix de la combativité pour sa dernière course de sa carrière. Bon, en tout cas, il le mérite. Ouais, c'est clair, et sans chauvinisme aucun. C'est vraiment à lui qu'on aurait aimé décerner ce prix de la combativité. On verra ce qu'il en advient. Regardez, on rentre du côté de la commune de Dompierre-sur-Yon. Exactement. Et là, dans 3,5 km, c'est ce que je disais, on ira chercher la petite route au niveau de Moulin-Neuf. Et c'est pour moi le point stratégique pour que les équipes se mettent en place
et qu'elles soient bien ensemble. Et après, comme on sera sur les petites routes et des routes sinueuses et étroites, ça sera plus facile de rester ensemble. Donc ça sera le point stratégique de la journée. Et Diogo Gonçalves qui essaie de s'échapper, si je ne m'abuse. Exactement. Ah ouais, il a pris la poudre d'escampette, le Portugais, là, pour essayer d'aller encore plus loin dans cette échappée tout seul. Vraiment surprenant, on vous le disait. Ouais. L'adepte du VTT, l'adepte du gravel, le Portugais qui va faire un numéro de funambule dans les rues de Dompierre-sur-Yon. C'est un peu comme le gravel, il faut être agile dans des routes tortueuses comme ça. Donc il se fait plaisir. Ah, il a raison parce qu'en plus il a réalisé lui aussi une très belle course. Et il n'a pas envie que ça se termine tout de suite. Il veut profiter un maximum alors que là on voit. L'équipe Groupama FDJ qui fait le forcing dans la descente pour là, étirer tout le monde. Ça se place. Et c'est marrant parce qu'Anthony Ravard parlait des 5 derniers kilomètres. C'est un peu comme le Money Time dans les sports collectifs. Il faut faire la différence à ce moment-là. Et c'est à partir de ces 5 derniers kilomètres qu'on verra certainement la différence entre toutes ces équipes placées pour la gagne. Oui, donc les équipes à chaque fois que le directeur sportif analyse le parcours et on le fait au briefing. Voilà, quand il y a à chaque fois qu'il y a un sprinter dans l'équipe, c'est se dire à quel moment on va prendre la barre et on le détermine bien en amont. Tout le monde apporte, surtout le sprinter, c'est souvent le sprinter qui parle. Mais après, en fonction du vent, en fonction de la largeur de la route, en fonction de pas mal de paramètres, voilà, s'il y a vent de face, c'est sûr qu'on essaye de ne pas arriver trop vite à l'avant parce qu'on use chaque coureur assez rapidement. Donc on analyse tout ça et par rapport à tous ces paramètres-là, on définit une stratégie. Et là aujourd'hui, si j'étais directeur sportif, il est clair qu'il faudrait que les coureurs soient dans les 20-25 ici, mais il faudrait qu'ils fassent l'effort pour être placés à 5 km de l'arrivée et après de pouvoir finaliser le travail. Alors que c'est encore Diogo Gonçalves qu'on voit en tête de ce 52e Tour de Vendée. Alors là, c'est pas une question, c'est juste une petite phrase d'Andrews de Saint-Laurent-sur-Sèvre qu'on remercie puisqu'il voulait lui remercier France Télé de retransmettre la course. Merci et vive la Vendée. On espère bien que nous en retransmettrons beaucoup dans les semaines et mois à venir. Évidemment parce que vous êtes des amoureux, des passionnés de vélo et nous aussi, donc ça nous fait bien plaisir. Allez, on regarde sur ces 7 derniers kilomètres. 12 petites secondes encore d'avance pour Diogo Gonçalves sur le peloton, évidemment. Et Rémi Cavagna qui étire. Et ouais, c'est lui qui va étirer. On va certainement essayer de l'écouter là dans quelques secondes, Rémi Cavagna, puisqu'on l'a eu ce matin au départ de ce Tour de Vendée. On me dira en régie quand il est prêt, mais c'est lui qui a dynamité le peloton. Oui, exactement. Et comme je disais en début de l'antenne, Groupama FDJ n'ont pas forcément de sprinter. Ils auront tout intérêt à attaquer dans le final. Et c'est chose faite avec Rémi Cavagna. Le TGV de Clermont. Attention, accrochez les pédales. Allez, on l'écoute, Rémi Cavagna. C'était ce matin au micro de Nathan Villiers d'Olivier Caillé. C'est une course différente des autres années, je crois que c'est un peu plus vallonné aussi, donc on verra, mais en tout cas on a des bonnes cartes avec l'équipe en cas de sprint, en cas d'échappée, et je pense qu'il faudra être vigilant, c'est des petites routes comme je dis, et on n'est pas très nombreux, donc ça c'est quand même un peu plus tranquille pour nous, mais bon, il faudra se méfier au début, et puis à la fin je pense qu'une arrivée avec une descente assez rapide et un virage, et puis arriver à un faux plat, ça peut être un scénario un peu différent des autres années, je pense, oui. Ah oui, un scénario différent parce qu'on a l'habitude au Tour de Vendée de voir des arrivées au sprint. Maintenant, on a changé de parcours, on a changé de lieu d'arrivée, donc inévitablement, on peut avoir une situation totalement différente alors que là, le peloton revient sur les échappées du jour, à l'exception pour l'instant de Diogo Gonçalves et d'Anthony Delaplace qui sont toujours devant. Exactement, et là je vois que Rémi ne ménage pas ses efforts. Rémi Cavagna évidemment qui est aux avant-postes, lui qui aimerait bien s'échapper dans les derniers kilomètres. Oui, mais je pense que Total Energy au briefing ce matin ils avaient dû parler de Rémi Cavagna. Attention, c'est sûr qu'il va attaquer dans le final et on voit que Florian Dauphin a bien pris la roue et forcément il n'a pas collaboré pour Emilien Janière, donc voilà, maintenant Rémi Cavagna a été repris par le peloton, mais il continue à faire le forcing. Et toujours 12 secondes, 13 secondes. Ça se maintient entre l'homme de tête Diogo Gonçalves, champion du Portugal de gravel en 2025.
et qui eh bien, a toujours ces quelques petites secondes d'avance. On le voit là juste avant le virage. On va voir le peloton arriver, tourner sur la gauche. Attention, attention parce que c'est vrai que les routes sont assez étroites. Voilà la chute. Et voilà la chute. On le disait dans ces routes sinueuses de Vendée. Et oui, pas mal de Cofidis d'ailleurs, hein, deux Cofidis qui sont à terre. Et je me demande si c'est pas Alexis Renard. Ouais. Le 14 ans, c'est Nolan Maoudou. Et le deuxième, en revanche, si on peut voir, c'est le 13. Eh bien, c'est Oliver Knight. Donc c'est pas Alexis Renard. Il y en a un autre. Mais bon, il aura des équipiers en moins pour lui dans le final. Ouais, ça en fait 2 en moins, hein, quand on sait qu'au maximum ils étaient bien placés 7. parce que la chute intervient à la 20e position quand même. Ah mais on l'a dit, sur des routes, encore c'est pas le plus sinueux hein, sur ce parcours-là, mais il y a toujours un danger justement à voir ce type de virage. Et voilà, on va revoir la chute à ce moment-là. Et tout le monde avait la consigne de vouloir être placé à ce moment-là, donc tout le monde a fait le forcing. Et puis on voit les graviers là sur le bord de la route à l'intérieur là. Et tout le monde a fait le forcing pour se placer. Et au bout d'un moment, on s'accroche les guidons. Allez, voilà. 8 secondes d'avance à 6 km de l'arrivée. Ce sera évidemment trop juste pour Diogo Gonçalves qui va se faire rattraper par 4 coureurs qui sortent, dont Lénaïque Langella, que l'on peut voir. Lénaïque Langella du CIC Nantes. On voit aussi un coureur de Décathlon AG2R, un coureur de Cofidis. Il me semble que c'est Noah Isidore de Décathlon AG2R. Oui, il me semble aussi. Allez, voilà, ça va envoyer. Alors, vous allez voir, là, on va passer la surmultiplier pour... Alan Rioux aussi, de l'équipe Saint-Michel, préférence Home. Et le coureur de Cofidis, il me semble que c'est Clément Izquierdo, si je me trompe. On voit qu'il y a du mouvement dans le final. Ah, on l'avait dit, alors les favoris au sprint, puisque c'est une question qui revient assez souvent avec nos internautes, évidemment. On l'a dit, Dorian Godon qui est bien placé sur ce type de profil de fin de tour, mais il n'y a pas que lui. Hein. Non, il n'y a pas que lui. Donc il y a forcément Clément Venturini, le sprinter. Il y a Giovanni Lonardi, Team Polti Visite Malta. Alors qu'on les voit là. Ouais, donc c'est bien Noah Isidore. Là, les routes sont très étroites avec le pont. Là, ils viennent de passer le pont très étroit. 2,3 km de l'arrivée. Hein. Oui, parce qu'il y en a eu un petit souci, je pense. Non, mais il y a eu un petit souci, parce que tout à l'heure au virage, il mettait 6,5 km et on était bien à 5 km de l'arrivée. Effectivement, c'était donc là, on est bien sur les petites routes, sur les routes avec des toboggans, des routes pas très larges. Et là, attention, on est très proche de l'arrivée. On est proche de l'arrivée et les 5 hommes de tête, alors ils ont 100 mètres d'avance sur le reste du peloton. Mais ça grimpe un petit peu là sur les dernières pentes de ce Tour de Vendée. On voit que ça s'arrache pas mal, les visages un peu émaciés, un peu grimaçants des 5 hommes de tête. Et puis derrière, on va essayer d'emballer 2 km de l'arrivée. Ouais, ça risque peut-être de se jouer sur la fraîcheur de fin là. Ah, c'est bien de voir des attaques comme ça dans le final, d'avoir un final différent des autres. On n'a pas Rémi Cavagna dans les 5 hommes de tête. Il n'y a pas de groupe FDJ d'ailleurs. Non plus. Mais est-ce que là le peloton est capable de revenir? Et voilà, là. Ça aussi. Il faut faire attention. Très attention parce que là. Ça, c'est avantage aux échappés. Hein. Ah, bah, toujours. Évidemment. Alors que là, on revoit Anthony Delaplace. Là, qui a bien travaillé aujourd'hui. Ah, ouais, il sera récompensé, je l'espère pour lui. On a 1,5 km de l'arrivée. On voit que Burgodo fait l'effort derrière. Oui, là, on va travailler pour Emilia Janière, mais tout ça, ça fait le bonheur quand même d'un Clément Venturini. Hein. Pour l'instant, Clément Venturini, il a l'air, c'est pas lui qui est en troisième position. Il semble, il doit être au marquage. Il doit être en troisième position d'Emilien Janière de toute façon, parce que les deux hommes doivent être collés pour que Venturini gagne. Quel beau travail de Mathieu Burgodo là, qui va tout faire rentrer. Ah ouais, là, il a été parfait. Regardez. Et on est à 1 km 100 de la ligne d'arrivée ici à Dompierre-sur-Yon. Il va y avoir la grande descente. Et là il pourrait y avoir, on l'espère pas évidemment, mais du mouvement. Alors on est assez prudent quand même là. Clément Venturini très bien placé, on le voit là en 4e position. Ah, il est dans les roues. Je vois pas Emilien Janière. Il est dans les roues de Mathieu Burgodo, Venturini. Alors, est-ce qu'on va avoir une autre attaque là dans les derniers hectomètres? Ah, on voit Dorian Godion très bien placé, 2e position là. 2e position. Donc là, on arrive sur la descente très rapide. On va avoir le virage de droite et gauche serré.
Et là, franchement, il faut être dans les 3 premiers. 3 premiers en bas du faux plat montant. Il y aura 300 mètres. Donc il faudra forcément être dans les 3 premiers. C'est pour ça que Dorian Godon est très bien placé. On voit Emilien Janière, c'est bien Emilien Janière. Oui, c'est lui, je pense, hein, qui il est passé en 2e position, le coureur de Team Total Energy. Voilà, 500 mètres. Il va y avoir le virage droite. Attention, là, ça peut être très dangereux sur ce virage. Ensuite, le virage gauche. Vous avez vu avec les battes de paille. Alors j'ai l'impression que Godon est en 4e position, Janière doit être en 2e. Janière il va attaquer Emilien Janière qui va essayer d'aller chercher là-bas la victoire pour espérer remporter cette Coupe de France. Venturini qui est juste dans sa roue, Godon qui est 2e, Godon qui va passer Emilien Janière, Godon qui va venir s'imposer ici au sprint devant Emilien Janière de Total Energy, c'est la victoire de Godon. Victoire de Dorian Godon, Emilien Janière 2e et 4e Clément Venturini qui va gagner. Clément Venturini qui va gagner la Coupe de France FDJ. Le classement de la Coupe de France FDJ, effectivement, la victoire attendue de Dorian Godon malgré sa crevaison. Il est revenu dans le peloton, s'est bien laissé guider, le champion de France en titre, et il est venu s'imposer ici sur la ligne au sprint face à Emilien Janière 2e, face à Clément Venturini 4e. J'ai pas pu voir le 3e, on va attendre le classement final. C'est Leonardi qui termine 3e. Le sprinter de Polti. Ouais, le sprinter de Polti qui aurait pris la 3e place. On va encore mettre du conditionnel. Regardez les félicitations évidemment pour Dorian Godon qui s'impose ici. Il aura tout fait, tout essayé, Emilien Janière, pour s'imposer sur ces terres. Eh bien, il faudra encore attendre pour qu'il y ait un successeur, un fameux Franck Bouillet, vainqueur ici en 2002 sur ce Tour de Vendée. Regardez au ralenti ces belles images, magnifiques. Ça se bagarre, mais Dorian Godon est le plus fort, incontestablement, face à Emilien Janière qui s'en veut. Mais bon, est-ce qu'il aurait pu faire davantage? C'est pas forcément sûr. Il a lancé quand même de loin en faux plat montant comme ça à 300 mètres de la ligne d'arrivée. C'est un peu loin, en plus avec un Dorian Godon qui est en super forme actuellement. Il a un peu été présomptueux de sa forme plutôt. Alors que Clément Venturini, que l'on verra après évidemment, a sauvé entre guillemets l'essentiel, 4e place qui lui permet d'assurer sa victoire dans cette Coupe de France 2025. On vous disait la bagarre pour le titre final de cette Coupe de France entre Clément Venturini et Emilien Janière aura porté tous ses fruits, aura tenu toutes ses promesses dans ce final, alors que Dorian Godon, le favori de ce Tour de Vendée, aura assumé pleinement son statut en s'imposant ici au sprint. Finalement, ça s'est passé au sprint, comme d'habitude, on a envie de dire. Oui, exactement. Non, il y avait des fortes chances que le Tour de Vendée aujourd'hui arrive au sprint, malgré 16 équipes au départ et des équipes qui n'étaient pas forcément intéressées pour une arrivée massive. Je pense notamment à l'équipe Groupama qu'on a vu dans le final. On a vu aussi une équipe comme CIC Nantes. On a vu d'autres équipes attaquer. On a vu aussi l'équipe Décathlon, mine de rien, qui pourtant avait Dorian Godon, mais Noé Isidore était pourtant à l'avant dans le final. Exactement. Donc on a vu des équipes attaquer pour éviter le sprint. Et malgré tout, après on a vu que Total Energy avec Mathieu Burgodon ont bien réagi. Mathieu Burgodon, en coureur d'expérience, a bien ramené le peloton juste au kilomètre avant la descente. Et derrière, Emilien Janière a peut-être été lancé trop tôt. Ouais, non, il a lancé son sprint bien trop vite. Mais bon, il vient faire une belle 2e place devant ses supporters, chez lui en Vendée. Après, il n'y a pas trop à rougir face à Dorian Godon qui est en pleine forme actuellement. Donc belle course qui s'est terminée au sprint. Et puis le grand favori du jour, le grand favori, Dorian Godon, qui avait crevé à 17 km de l'arrivée, s'est imposé. Et on va revoir ensemble, Anthony, le dernier kilomètre de cette 52e édition du Tour de Vendée, avec ces images, on l'a dit, d'un peloton groupé après qui a eu énormément d'échappées au cours de cette journée. Et en l'occurrence, Anthony, de la place dont on reparlera tout à l'heure, on voit que les équipes se placent. Oui, tout à fait. Là, on voit que c'est... Alors, il me semble que c'est Noé Isidore qui... On va juste aller voir Nathan Vildy. Pardon, Anthony, je vous coupe parce qu'il est en compagnie du vainqueur Dorian Godon, Nathan. Non, je de suis Clément Venturini, pardon. Exactement, avec Clément Venturini, donc vainqueur de la Coupe de France au classement général. Clément, racontez-nous cette course, ça a été très rapide, un final ultra technique. Ouais, le parcours final était compliqué, on l'avait reconnu hier. L'arrivée était vraiment bien.
Je pense qu'aujourd'hui, on peut tirer notre chapeau à notre pré-retraité qui est Anthony Delaplace. Il a permis de rendre la course dure et c'était super. Après, moi, c'est vrai que je me focalisais sur Emilien et la victoire de la course. Voilà, je commence à arriver au bout du rouleau et voilà, à la fin, il manque un peu de punch. Mais l'essentiel était là, c'était de gagner la Coupe de France. C'est peut-être mon dernier trophée avant la fin de ma carrière. Donc, un peu le cœur lourd ce matin. J'espère pas faire partie des retraités l'année prochaine. Parce que paradoxalement, vous n'avez pas encore de contrat pour l'année prochaine. Là, c'est quel sentiment, là, à l'instant T, qui vous anime? Ouais, je retiens un peu les larmes parce que dans les 300 derniers mètres, je pensais à ma femme, à mon fils. Je me suis dit, fais le maximum. Et en même temps, il y a quelqu'un qui peut savoir, mais ça fait un mois que c'est très très dur. Je me bats avec corps et âme parce que j'ai vraiment envie d'être professionnel encore l'année prochaine. Malheureusement, voilà, je fais mon maximum au quotidien et maintenant ça va être la part des managers, de mon agent Yona Loka, qui j'espère fait le maximum tous les jours pour que je puisse perdurer un petit peu. Est-ce que vous pensez que cette victoire au classement général de la Coupe de France peut changer quelque chose? Non, je pense pas. C'est comme je le disais, même si j'aurais gagné la course, je pense pas. Je pense qu'on me connaît. On a regardé juste mes 12 dernières années, la régularité, mon sérieux et mon application. Le reste, j'ai pas besoin de blablater pour me vendre. Voilà, ceux qui veulent vraiment me connaître savent à quoi s'en tenir avec moi. Merci beaucoup Clément, félicitations. Merci Clément Venturini. Nathan, si vous avez évidemment Dorian Godon dans quelques instants, on ira l'écouter, le vainqueur de ce Tour de Vendée 2025. Un petit mot sur Clément Venturini, avec c'est vrai le talent, les compétences qu'il peut avoir. Est-ce qu'il peut retrouver une équipe quand même, Anthony ? Il devrait retrouver une équipe. C'est quelqu'un, Clément, qui... Alors c'est sûr, c'est pas quelqu'un qui va gagner 5 victoires ou 10 victoires par an, mais c'est quelqu'un qui est toujours très régulier. D'ailleurs, le classement de Coupe de France le montre. En s'imposant sur la Coupe de France, il faut être régulier sur ces épreuves-là. C'est dommage que des équipes pro team ne s'intéressent pas à un coureur de ce profil-là. Je pense qu'en tout cas, il se doit de rester dans le peloton professionnel l'année prochaine. Allez, on va retrouver Nathan Wildy qui est en compagnie du grand vainqueur du jour, monsieur... Pas encore me dit-on. Il va falloir patienter. En attendant, on retrouve les images des derniers hectomètres. Là, on voit toute la puissance sur l'arrivée à Dompierre-sur-Yon. Vous voyez les Vendéens massés là. Et là, l'attaque de Dorian Godot dans les 100 derniers mètres sur Emilien Janière. Il vient s'imposer, lever les bras devant le coureur de chez Team Total Energy. Et puis troisième, vous l'aviez dit, justement, Tony Ravard, c'est Giovanni Lonardi, le sprinter de la Polti, qui prend la troisième place juste devant Clément Venturini, qu'on vient d'écouter au micro de Nathan Wildy, alors que on retrouve là Dorian Godon grimaçant, mais vraiment efficace pour finir et achever ce nouveau succès, le champion de France en titre. Dorian Godon qui a fait une nouvelle démonstration. Donc là, on revoit les problèmes. Non, ça c'était pas les problèmes de crevaison de tout à l'heure, c'est l'accolade entre eux. C'est les félicitations. Ouais, les félicitations d'Emilien Janière pour Dorian Godon, vainqueur donc le coureur d'AG2R, la mondiale Décathlon. Oui, Anthony. Non, mais très beau sprint de Dorian. Très beau sprint de Dorian, ça c'est clair. On voit bien qu'il est en forme actuellement et on voit que la Vendée lui réussit. Oui, pas mal. Fois, c'est les herbiers avec le titre de champion de France. Et on revoit le sprint d'Emilien. On voit qu'Emilien il est très puissant. Il lance de très loin, mais il fait même la différence sur Clément Venturini, qui était bien dans la roue. Et il est tombé sur plus fort avec Dorian Godon. Mais franchement, quand je revois le sprint, Emilien a fait un très beau sprint, peut-être certainement de trop loin. Mais le sprint d'Emilien était très puissant. Très puissant, et c'est arrivé encore une fois magnifique à découvrir. On a encore pour 3-4 minutes ensemble pour cette fin de Tour de Vendée, la 52e édition. On attend d'avoir évidemment Dorian Godon au micro, on l'espère en tout cas. Mais on va vous rappeler le classement général de cette Coupe de France, puisque le Tour de Vendée était la 17e et dernière épreuve de cette année 2025. Et donc c'est bien Clément Venturini de l'équipe Arkea qui s'impose dans cette Coupe de France 2025, avec juste derrière lui Emilien Janière du team
team Total Energy qui aura récupéré des points sur Cofidis, puisqu'il y a la bagarre, on le disait, entre ces deux formations pour exister l'année prochaine sur les grandes épreuves nationales et internationales. Donc on va suivre encore une fois à distance ce duel entre Cofidis et Total Energy, puisqu'on arrive en fin de saison, il ne reste plus beaucoup de courses. Oui, il va rester quelques courses au Japon. Là, il y a Paris Tour demain. Mais après, il y a des courses qui vont être au Japon et en Chine, et dont fait partie le team Cofidis. Ça va être hyper important pour eux, ces courses-là. Franchement, l'enjeu est de taille. Il faut savoir que les 3 premières équipes Pro Team, comme je disais tout à l'heure, elles assureront d'être sur les grands tours et sur les courses majeures du World Tour. Les courses d'un jour, je pense notamment à Paris-Roubaix, Milan-San Remo, les monuments, tout simplement. Et donc l'enjeu est vraiment de taille. Et actuellement, en tout cas lundi, il n'y avait qu'un point entre le team Cofidis et Total Energy. Cette fois, c'est bon. Nathan Wildy doit être en compagnie du grand vainqueur du jour. Vous pouvez féliciter Dorian Godon. Oui, Dorian, félicitations. Vous étiez le plus fort. Une belle semaine pour vous avec cette deuxième victoire ici au Tour de Vendée. Ouais, c'est ça. C'est pas tous les jours qu'on gagne 2 fois en une semaine, donc c'est cool. Et l'arrivée était quand même cousue pour moi, un sprint en boss. Ça me correspondait bien. Après, ça frottait bien toute la journée. Donc, 2 minutes. J'ai essayé d'économiser l'énergie pour être vraiment tout devant à la fin. Et Noah, il m'a fait un super boulot. Il m'a placé parfait avant la descente. Comme ça, j'ai pas pris de risque dans les virages. Et j'ai même laissé passer 1 ou 2 mecs. Comme ça, il y avait un peu vent de face à la fin. J'ai pu faire un bon sprint dans les 200 derniers mètres. Racontez-nous ces 15 derniers kilomètres où problème de dérailleur, vous devez revenir dans le peloton. Ça vous a inquiété ou pas? Non, pas du tout. Je suis plutôt serein. Pour ça, j'ai l'habitude d'avoir quelques soucis mécaniques, mais on m'est rentré dans le dérailleur là sur la ligne au dernier tour et je pouvais plus changer les vitesses. Donc on a changé les vitesses rapidement et puis il y avait toujours un peu de tension à la fin avec l'échappée qui a vraiment bien résisté. Et voilà, je pense que c'était une belle course, il y avait un peu de suspense. Dernière question, c'est demain votre dernière course Paris Tour avec ce maillot de champion de France sous l'équipe Décathlon AG2R La Mondiale. Vous faites la passe de 3 ou pas? Ouais, je vais essayer de bien récupérer, puis après on verra. Il y a un peu plus de niveau quand même, mais bon, je suis en forme, donc on va essayer de profiter de la forme. Merci beaucoup Dorian, félicitations. Et oui, Dorian Godon qui pourrait très bien faire la passe de 3 d'ailleurs demain pour le Paris Tour, ça sera assez incroyable. 3 victoires en une semaine, ça se voit pas tous les jours quand même. Ouais, mais il est dans une bonne spirale, sa forme est au top, donc il n'y a pas de raison. Il faut bien récupérer ce soir parce qu'il y a quand même un peu de route pour aller dormir à Chartres. Donc il va falloir avoir le massage, etc. Et puis le Paris Tour, c'est quand même exigeant avec les chemins en terre. Et les radars dans le final, c'est quand même de quelque chose de très très exigeant. Donc il va vraiment falloir qu'il récupère déjà dans un premier temps. Mais comme il est en forme, il n'y a pas de raison. Bon, un dernier petit mot rapide. On a vécu vraiment une belle course dynamique, spectaculaire. C'est ça, en fait les épreuves de la Coupe de France, elles sont palpitantes pour ça. C'est qu'il y a toujours un scénario improbable dans le final avec des attaques, avec des équipes de sprinteurs qui tentent de faire en sorte que ça arrive au sprint et jusqu'au bout, finalement, jusqu'à 1 km de l'arrivée. Voilà, on ne savait pas encore quel scénario il allait avoir. Et c'est pour ça que les Coupes de France FDJ sont des belles courses à vivre. Merci beaucoup Anthony Ravard d'avoir été en notre compagnie cet après-midi pour vous faire vivre ce Tour de Vendée 52e édition. Merci à toutes les équipes techniques autour de Sébastien Galaudet sur France Télé. On espère que vous avez vécu de très bons moments. Merci à vous les internautes pour toutes ces questions que vous nous avez posées avec le QR code et on espère vous retrouver d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois pour de nouvelles courses sur France Télévisions. Très bonne fin d'après-midi à tous, bon week-end.
journée de sport encore et puis un beau vainqueur, un champion de France, champion en Vendée, ce qui est assez incroyable. En tout cas, j'ai passé une très belle journée et c'est sympa de voir autant de monde au bord des routes pour encourager tous ces sportifs. C'était ton pronostic ce matin? Non, moi je soutenais l'échappée parce que j'aime bien les gens qui ont du panache, mais malheureusement il leur a manqué à peu près 5 ou 6 km. Voilà, ça a été une belle bataille effectivement, Marion. Je crois qu'on va... qui aime particulièrement la Vendée cette année, après le titre national obtenu du côté des Herbiers au mois de juin dernier. On va accueillir dans quelques instants le deuxième de l'épreuve, et c'est un Vendéen, un coureur de l'équipe Total Energy qui va nous rejoindre dans un instant, l'homme de Saint-Paul-en-Paray, deuxième du Tour de Vendée, Émilien Janière. Émilien Janière qui prend donc la deuxième place dans ce duel homérique entre les deux hommes. Et il va être rejoint dans un instant par monsieur le maire, monsieur François Gillet, maire de Dompierre-sur-Yon, qui recevait l'événement aux côtés de Vincent Calandron, le président du comité d'organisation, pour saluer l'idole de tout un peuple. Les supporters, le fan club a fait le déplacement. Allez, du bruit s'il vous plaît pour Émilien Janière. De l'épreuve, eh bien, on s'entend un petit peu mieux. On s'entend un petit peu mieux. Voilà, on le disait, donc Émilien Janière, deuxième de ce Tour de Vendée 2025, avec à ses côtés Dorian Godon, leader donc de cette 52e édition, lui qui a remporté déjà le titre de champion de France aux Herbiers. Le soleil et l'air vendéen lui vont très bien. Effectivement, la dernière fois qu'il est passé en Vendée, si je me souviens bien, bah c'est ce qu'il porte sur ses épaules aujourd'hui. Exactement. C'est le maillot bleu, blanc, rouge aux Herbiers. Donc Dorian Godon, je pense qu'il va acheter une maison prochainement sur le territoire vendéen. C'est ça, alors que là c'est Giovanni Lonardi, le sprinter de la Polti, Visite Malta, qui est troisième de ce Tour de Vendée. Un beau podium en tout cas. Ouais, c'est un trio qu'on avait mis en favori ce matin, avec le grand favori qui était Dorian Godon, Émilien Janière qu'on avait forcément mis dans les sprinters en plus en tant que local, oui, avec de la journée aussi. Et une belle équipe Total Energy, et puis Giovanni Lonardi, très grand sprinter, plusieurs victoires cette année. Donc un beau podium aujourd'hui. Ouais, franchement c'est pas mal du tout, et on vous rappelle bien que le classement général final de cette Coupe de France 2025, puisqu'il y a eu 17 épreuves au cours de cette année 2025 pour cette Coupe de France. C'était la 17e et dernière ici du côté de la Vendée. Eh bien, c'est Clément Venturini, le coureur de chez Arkea BNB Hotel, qui s'est adjugé cette Coupe de France 2025. Oui, sa belle régularité tout au long de la saison lui a permis de gagner cette Coupe de France. Alors on le rappelle, il fait 4 d'ailleurs de ce Tour de Vendée, Venturini. Exactement, 4e de l'épreuve. On l'avait dit, il ne fallait pas qu'il termine au-delà de la 8e place si Émilien Janière terminait sur au niveau de la 2e place. Le voilà. Et c'est chose faite. Et on le sentait tout à l'heure au micro de Nathan Bildy, on le sentait quand même
pas ému, mais on le sentait crispé quand même, parce qu'il ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, vu que son équipe, on vous le rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas, bien d'Arkea BNB Hotel, c'est pas un secret de Polichinelle non plus, mais devrait arrêter dans le milieu professionnel. Et donc pour l'instant, il n'a pas de contrat, Clément Venturini, pour l'année prochaine. Effectivement, Emmanuel Hubert, le manager de l'équipe Arkea BNB, n'a à ce jour toujours pas trouvé de repreneur. Donc je comprends que la situation soit très compliquée pour les athlètes. Mentalement, ça doit être très difficile. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a une fusion aussi qui est prévue avec Intermarché Wanty et l'équipe Lotto. Donc l'ensemble de ces équipes fait que ça devient compliqué pour trouver des places. Exactement. Il y a moins de place pour les coureurs. Voilà le classement Coupe de France, Venturini en 1, Janière donc qui termine à 25 points de Venturini, et puis Guillaume Martin qui n'était pas présent aujourd'hui au Tour de Vendée, mais du côté du Tour de Lombardie, qui donc termine à la 3e place de ce classement de Coupe de France. Et bien toutes ces belles images à l'aérienne, puisqu'habituellement c'est du côté de La Roche-sur-Yon. Alors que là, on voit un monsieur qui est en retraite aujourd'hui, Anthony Delaplace, 36 ans. C'est ça, hein? Anthony qui a 36 ans, exactement, 17 saisons chez les pros. Dernière course aujourd'hui sur les terres vendéennes. Et c'est bien le prix de la combativité. Et c'est le prix de la combativité. Bravo Anthony. Qu'est-ce qu'on a été bon. Bravo. Non mais c'est mérité, franchement, il a l'échappée de toute la journée où il a mis des bouts à l'avant. Il a tiré quand même cette échappée pour qu'elle puisse aller le plus loin possible. Donc non, c'est amplement mérité ce trophée. Et puis en plus pour la dernière course, c'est symbolique. Il termine par un trophée, un bouquet. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, il pourra. J'ai vu que ses enfants étaient présents là sur le bord de la route avec sa femme. Il y avait des panneaux. Bravo papa pour ta carrière. C'est ça, c'est sympa. Donc c'est bien pour devant toute la famille. Ouais, il y a de l'émotion aussi, hein. Ça se voit. Ouais. Là, il y a du sourire, mais il y a les yeux un peu embués. Hop, et le bouquet de fleurs qui va partir. Voilà. Ça, c'est fait. Et c'est pas pour un mariage, c'est pour la retraite, là. Exactement. Donc, et on le revoit d'ailleurs en image. Merci à Sébastien Gallaudet, à ses équipes. On revoit le baroudeur de cette équipe d'Arkea BNB Hotel, Anthony Delaplace, qui a envoyé des relais sur 150 km au moins. Bravo à lui pour sa carrière. Ils étaient plusieurs à arrêter ce week-end d'ailleurs. On a Emmanuel Morin aussi, le coureur de chez Van Rysel Roubaix, qui arrêtera demain lui à Paris-Tour, et Anthony Pérez de l'équipe Cofidis qui a arrêté aujourd'hui aussi. Et voilà, il y a plusieurs retraités ou futurs retraités ce week-end, alors que eh bien c'est là c'est notre ami c'est notre ami portugais. Oui, Diogo Gonçalves que vous connaissez bien. Diogo Gonçalves qui si vous avez bien suivi ce que j'ai dit, il fait quoi comme autre il a fait du VTT. Oui, et maintenant d'ailleurs il est pas au championnat du monde, parce qu'il y a les championnats du monde de gravel ce week-end. Bien, je vois que vous êtes aux Pays-Bas. Oui, parce qu'il y en a un représentant qui s'appelle Maël Guégan qui va porter les couleurs de l'équipe de France ce week-end. D'accord. Donc c'est pour ça que je suis bien au courant qu'il y a les championnats du monde. Et Romain Bardet aussi, il sera dans l'équipe de France qui s'est mis au gravel. Et on le voit, Diogo Gonçalves. C'est lui qui a participé à l'échappée des 5 coureurs au départ, et lui à 3 coureurs sur la fin. Il s'est même échappé tout seul dans les petites ruelles des zones résidentielles de Dompierre-sur-Yon. On le voit, il grimace, mais il a fait une très belle course aussi. Ouais, pourtant j'avais pas mis un copec sur lui, mais finalement il s'en est pas mal tiré. C'est même lui qui s'est fait reprendre le dernier. Exactement. Donc là j'ai pas été bon là. Ouais, après Maximilien Julliard qui reçoit le trophée peut-être des sprints. Alors s'il y a du soleil, on peut pas voir. Ça serait bien qu'il l'oriente différemment. Voilà, Maximilien Julliard qui lui reçoit un trophée, mais on ne sait pas quoi. C'est le trophée de la Vendée parce que ça représente le territoire vendéen. Oui, c'est le département, ça c'est sûr. Et on le voit d'ailleurs, Maximilien Julliard là sur ces images au ralenti. Le coureur de Van Rysel Roubaix qui aura participé à la grosse échappée du jour en compagnie d'Autrouba et de Johan Simon également. Ils étaient 5, alors que l'on voit la belle carrière là.
et les rues. Il a dû recevoir le prix du conseil départemental de la Vendée. Mais alors pas du tout. Je ne pense pas finalement. Je croyais parce qu'il y a... Non, je pense que c'est un trophée qui symbolise le Tour de Vendée tout simplement sur les coureurs qui... il y avait plusieurs trophées, donc il y avait le premier des sprints, le trophée du combatif, donc c'est Anthony Anthony Delaplace qui l'a pris. Le fanion de la Coupe de France, c'est forcément Clément Venturini. Le vainqueur de l'épreuve, c'est mon Dorian Godon. Il y avait aussi un trophée pour le classement des sprints intermédiaires et aussi, qui a été remporté d'ailleurs par notre ami Diogo Gonçalves. Voilà la suite du protocole et ensuite il y avait aussi un trophée François Bailly. Donc voilà, il y avait quand même pas mal de trophées. Oui. On peut s'y perdre un peu. En tout cas, merci de l'accueillir à nouveau, c'est le vainqueur du jour, Dorian Godon, ça c'est sûr. Le vainqueur de la Coupe de France, Clément Venturini, ça c'est sûr. Le prix de la combativité, c'est bien Anthony Delaplace. Voilà. Donc c'est 3 grands prix et 3 trophées du jour. Alors que l'on démonte, ça démonte rapidement ici du côté de Dompierre-sur-Yon. Pourtant il n'y a pas d'étape demain. Non, il y a le temps, mais on a envie d'être tranquille samedi soir ici sur la petite commune vendéenne. Assez loin de l'arrivée. Alors que là, vous voyez Dorian Godon qui répond évidemment aux questions de l'organisation. Je pense que Et on l'écoute, on va l'écouter. Même gagner souvent, ça fait déjà 4 fois que tu gagnes avec le maillot. Ouais, c'est un peu plus facile au final, je suis un peu plus respecté dans le peloton, plus facile à faire sa place, donc c'est beaucoup de bonheur et merci à vous en tout cas de me supporter et j'essaie de le rendre au mieux et de faire briller le maillot, donc pour l'instant je pense que c'est réussi. Voilà, champion de France 2025 qui était parti avec le 225 d'ailleurs ce matin. La saison n'est pas complètement terminée. Et non, Paris-Tour demain. Si mes renseignements sont bons de Paris-Tour demain. Ouais, c'est ça, 3 heures de route pour aller à Chartres et puis... Et on remet ça demain. C'est ça, on va essayer. On va essayer. En tout cas, merci à toi. Applaudissez-le bien fort, s'il vous plaît. Allez, les applaudissements pour terminer ces dernières images du Tour de Vendée 2025, 52e édition. Et on va le voir, le classement par équipe de Coupe de France qui était promis. Eh bien, Groupama FDJ, ça reste dans le giron de Groupama FDJ avec ses 143 points. Arkea BNB Hotel 2e et Unibet Tieté Marrakech 3e. Alors que Total Energy, l'équipe locale, est 5e de ce classement de la Coupe de France. On va vous quitter, vous laisser sur ces belles images ensoleillées aériennes de la Vendée de Dompierre-sur-Yon. Encore un grand merci à vous, Anthony Ravard. Et puis on espère vous retrouver pour une prochaine course. Surtout, on va vous souhaiter plein de bonnes choses à vous et à votre équipe également. Merci pour la fin de saison et pour la prochaine qui s'annonce. Super, merci. Merci à vous Anthony, merci à tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Allez, ciao. En tout cas, un grand bravo à ces coureurs qui vont prendre la route lors de la fin de saison de Paris-Tour. Je suis à côté comme ça et on les prend sur les flingues.
On attend, et on les laisse descendre ou on les laisse descendre. À la podium, c'est fini. La podium, c'est fini. Fini, tout fini. Pour moi ici. Camion. Dommage. Ils l'ont coupé l'Erika, je crois pas. Elle est là. Ah ouais. Elle était où d'ailleurs? Il est où le postcom? Il est là. Première porte. L'Erika, c'est bon? Je sais pas. On va appeler Axel. Il y a Sam dedans. Demande à Sam. Est-ce que je peux laisser ça par là ou pas? C'est vous l'avancer là-bas ou? Ça va rouler. Je le mets là? Par contre, frotte pas là-haut. Ne lève pas. Ça va aller. Ah, s'il y a du cambouis. Ah oui, c'est ça. Il fait meilleur que ce matin. Ouais, ça se lève dans l'après-midi. Ah, si c'est des mois avant. Tac. Alors, attends. Je vais être mieux debout que assis.
Je cherchais la chemise qui commençait à se tendre. C'est bon, tu m'entends même à l'antenne, c'est bon? Ok, ça va. Ouh, il y a de la lumière. Nickel. Franchement,